Alors bonjour, bienvenue à cette séance plénière que je suis très honorée et heureuse de modérer. Mon nom est Metka Zupancic, je suis professeure émérite de l'Université d'Alabama et je suis revenue en Slovénie, mon pays d'origine. Donc on n'est pas très loin de Bologne finalement. Et j'ai vraiment l'honneur de vous présenter Federico Bertoni, qui est professeur titulaire de théorie de la littérature à l'Université de Bologne. Alors, je pense que c'est important d'insister sur ces champs de recherche prédominants, alors qu'ils couvrent énormément de domaines. Théorie et l'histoire du roman moderne, la théorie de la fiction, des mondes possibles, le problème du réalisme, la relation entre littérature et histoire, l'esthétique de la réception, le roman moderniste, la narration non fiable, hein, le jeu, on rentre dans le jeu, la représentation de l'amour dans la modernité bourgeoise, et il a énormément publié, vous pouvez vous imaginer, et il me confirme que son premier roman, Morire il 25 aprile, publié en 2017, c'est donc son début romanesque, un peu un roman historique. Et donc aujourd'hui, il va nous parler des jeux sans fin, le génie et l'erreur dans le système. Et je lui laisse la parole. Merci bien. Merci pour la présentation et pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici. Alors, je vais commencer tout de suite. En réalité, ce que je vous propose aujourd'hui est la suite d'une réflexion sur les jeux dans l'œuvre d'Italo Calvino que j'avais présentée à Rome il y a un an à peu près, à l'occasion d'un colloque pour le centenaire de sa naissance. Bien que Calvino ne soit désormais qu'un des auteurs que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans un cadre textuel qui s'est élargi et articulé. En tout cas, hier comme aujourd'hui, ce qui m'intéresse, disons, les noyaux théoriques de cette réflexion, est le rapport ambigu, le rapport très problématique entre l'univers du jeu et les domaines de la rationalité moderne. La rationalité telle qu'elle a été définie par Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison, et la rationalité, c'est-à-dire en général les logos, la pensée rationaliste, instrumentale qui a dirigé les procès d'émancipation de l'individu dans la modernité capitaliste, et qui est au cœur de l'idéologie bourgeoise et des valeurs qu'elle a imposées d'une façon qui se veut universelle et métahistorique à la civilisation occidentale. C'est un peu la thèse des deux philosophes de Francfort. C'est-à-dire la raison, évidemment, et ses valeurs. L'ordre, la règle, le sérieux, le travail, le profit, la domination exercée sur la nature et sur les hommes. Alors, j'ai esquissé une petite constellation textuelle qui portera sur trois auteurs, comme vous voyez, Vladimir Nabokov, Italo Calvino lui-même et Georges Perec, et je m'appuierai en particulier sur trois textes qui sont La défense Lugine, qu'on a mentionné aujourd'hui, ce matin, les villes invisibles. Vous voyez là la double édition en russe et puis en anglais du roman de Nabokov, Les città invisibili, les villes invisibles de Calvino et la vie de mode d'emploi de Perec. Ce sont des livres où la mise en scène du jeu nous montre une sorte d'allégorie de la raison et de son échec. Ça, c'est les noyaux qui m'intéressent. L'allégorie de la raison et de l'échec de la raison. Disons une dialectique de la raison, toujours dans l'esprit des philosophes de Francfort, qui va dévoiler une aporie, une contradiction insoluble de la pensée rationaliste moderne, dans sa prétention de maîtriser la réalité, le monde, de maîtriser une réalité qui évidemment devient de plus en plus complexe pendant le XXe siècle. Alors, je vais rassembler très vite quelques repères minimaux, quelques repères théoriques, désormais classiques, toujours beaucoup cités dans cette journée, surtout dans les théories de Johann Huizinga et Roger Caillois, pour montrer que le lien entre le jeu et la raison est, comme je disais, complexe et ambivalent. Alors, d'un côté, le jeu est une activité libre, incertaine, comme ajoute Caillois à la thèse de Huizinga. C'est une activité qui s'oppose radicalement à la vie courante.
qui obéit à une autre logique, ici, je ne lis pas les citations pour le temps, mais ce sont des thèses classiques désormais. Et il se déroule dans un cadre spatio-temporel séparé. Il y a des limites fixées, des limites précises de temps et de lieu. C'est l'antithèse classique, disons, entre la vie normale, la vie courante, la vie sérieuse et le jeu. Il y a, j'ai mis là une mise en scène exemplaire, disons, de cette antithèse qu'on trouve dans un conte assez célèbre de Tolstoï, L'Enfance, où il y a un épisode où le frère aîné du narrateur arrête de jouer, et par exemple, il refuse de chasser avec un bâton sur son épaule parce que c'est pas sérieux. Et alors le narrateur, l'enfant, le protagoniste narrateur proteste comme ça. Je savais qu'avec un bâton, on ne peut pas tuer un oiseau, ni même tirer un seul coup. Mais en raisonnant de la sorte, on ne pourra plus faire des voyages sur des chaises. Si l'on prend toutes choses au pied de la lettre, les jeux ne sont plus possibles. Et s'il n'y a plus de jeux, qu'est-ce qui nous reste? Alors, c'est là d'un côté, le côté de l'antithèse. De l'autre côté, en effet, le jeu présuppose une organisation rationnelle. C'est une activité codifiée, réglée, fondée sur un ordre qui est parfois tacite mais contraignant et tout à fait évident pour tous ceux qui maîtrisent le mode d'emploi, les règles du jeu. Les règles sont impérieuses et indiscutables, tout jeu est un système de règles, les conventions sont à la fois arbitraires, impératives et sans appel, comme vous voyez là. Et tout comme la connaissance rationnelle, les jeux visent à imposer un ordre possible à la réalité, à construire des modèles du monde logique et cohérent qui peuvent entraîner des effets cognitifs et aussi des effets pragmatiques. Je lis seulement ces morceaux qui sont très importants pour la suite de mon discours. Écrit Huizinga, par exemple, vous voyez, dans les limites du terrain de jeu, règne un ordre spécifique et absolu. Le jeu crée l'ordre, il réalise dans l'imperfection du monde et la confusion de la vie une perfection temporaire et limitée. Et ajoute Caillois, le jeu constitue un îlot de clarté et de perfection, toujours il est vrai, et infinitésimal et précaire, toujours révocable et qui s'efface lui-même. Mais cette durée fugitive, cette étendue rare, qui laisse en dehors d'elle les choses importantes, ont du moins valeur de modèle. Alors, de ce point de vue, le jeu déploie un côté sérieux qui remet en cause l'idée très répandue d'une activité futile, gratuite, qui s'oppose au statut, au sérieux et au statut utilitaire de la vie pratique. Comme l'écrit par exemple Yuri Lockman, qui a été cité ce matin aussi dans la structure du texte artistique, il écrit l'opposition du jeu à la connaissance est dénuée de fondement. Il est indiscutable que le jeu est une des exigences sérieuses et organiques du psychisme de l'homme. Et à son tour, je mets là aussi c'est une interview de Calvino du 1979, où il déclare que, je lis en italien, mais vous avez la traduzione en bas, il écrit: nella letteratura c'è sempre un aspetto di gioco perché scrivere è una scommessa, un atto che deve ubbidire a certe regole oppure violarle consapevolmente. In letteratura l'aspetto ludico è metodologicamente necessario. Ciò non significa che la letteratura non sia una cosa seria, anche il gioco è qualcosa di molto serio. Voilà que l'opposition classique est détournée. Et c'est justement cette ambivalence, ce rapport ambigu entre l'univers du jeu et l'horizon de la vie courante que l'on va retrouver dans les textes de mon corpus. On verra que le jeu est un outil de la raison d'une part, mais de l'autre côté, c'est aussi la contrepartie obscure et destructive, d'une certaine manière. Alors, je prends d'abord La Défense Logis, le roman de Nabokov, qui est le roman qui consacre à sa grande passion pour l'échec, pour le jeu d'échecs. On la retrouve dans toute son œuvre. En général, l'œuvre de Nabokov on a parlé ce matin, et nous présente un répertoire ludique très riche, très articulé,
où chaque test est construit comme une sorte de jeu, suivant des règles de composition bien calculées. Par exemple, vous voyez là, cela de Thomas Karlsson est un livre entièrement dédié, entièrement consacré à la présence du jeu dans l'œuvre de Nabokov. Il écrit each of Nabokov's novels has to be considered as a game of form of play with its own secret rules. And there is a precise relation between the games that each novel describes and the way in which it is itself playful or game-like. Or, dans La Défense Lugine, le jeu remplit tous les cadres. Au niveau de la représentation, le livre conte l'histoire commencée d'un grand champion d'échecs qui désapprend à vivre dans la réalité empirique pour s'installer dans un monde fantasmatique, hein, le monde imaginal des échecs, comme il est défini plusieurs fois. Et lorsqu'il découvre sa passion, la vie pratique devient pour lui un accident absurde, sans aucun intérêt. The external life becomes something uninteresting. The only thing that really interested him was a complex cunning game. Et tout au long du roman, il plonge dans une forme de cécité. C'est une sorte de cécité sensorielle et cognitive face à la perception, à l'expérience phénoménologique du monde réel. C'est une cécité dans laquelle le lecteur lui-même est plongé par le jeu de la focalisation du point de vue. Je ne lis pas ces morceaux, mais il y a vraiment un renversement radical. Everything apart from chess was only an enchanting dream. La vie pratique, le monde phénoménique devient un rêve, un nuage, remplacé par la vie réelle. La vie réelle est celle du joueur d'échecs. Pour lui, pour le personnage, la supériorité ontologique du monde des échecs, qui est le seul véritable monde, relève de son pouvoir cognitif, qui est en réalité un pouvoir illusoire, mais qui façonne, donne forme à l'expérience et à l'identité même du personnage. Ce n'est que dans l'univers réglé, précis et mathématique du jeu que le jeu peut trouver du sens, peut imposer un autre lisible, un monde autrement chaotique et incompréhensible. On le voit surtout dans le 8e chapitre, pendant le grand défi contre le champion italien Turati. Real life, chess life was orderly, clear-cut and rich in adventure. And Lugin noted with pride how easy it was for him to reign in this life, and the way everything obeyed his will and bowed to his schemes. Et dans ce roman, comme il est assez typique des personnages de Nabokov, on peut penser à Humbert dans Lolita ou à Charles Kimball dans Feu pâle, le sujet est prisonnier d'une cage. C'est une cage solipsiste, qui est un mot-clé dans l'œuvre de Nabokov, une cage qui filtre et qui brouille ses relations avec le monde extérieur, la soi-disant réalité. La réalité que, on le sait pour Nabokov, c'est un fameux morceau où il dit que c'est un mot qui ça ne veut rien dire, sans guillemets. Car la réalité, le réel, n'est que l'expérience relative d'un individu, d'un sujet à partir de son point de vue particulier. De sorte que le jeu, comme par ailleurs le récit ou l'écriture elle-même, devient un moyen rationnel et maîtrisable pour construire une réalité possible, une autre réalité, un monde fictionnel, on peut dire, dans lequel on peut s'installer comme un personnage, comme le héros de son propre histoire. De cette manière, le joueur devient un créateur. Il s'empare des pouvoirs créatifs de l'artiste. C'est un autre morceau de La Défense Lugine. During these first minutes, he had time to feel the keen delight of being a chess player and pride and relief and that physiological sensation of harmony which is so well known to artists. De ce point de vue, le roman en général, disons la poétique de Nabokov, présuppose une extension radicale du lien entre le jeu et la fiction que Caillois, par exemple, parmi d'autres, a mis en lumière. Il écrit
tout jeu suppose l'acceptation temporaire, sinon d'une illusion, du moins d'un univers clos, conventionnel et à certains égards fictif. Le jeu peut consister à devenir soi-même un personnage illusoire et à se conduire en conséquence. Alors, cette analogie entre le jeu et la littérature ou la fiction littéraire, qui a toute une tradition dans l'histoire de l'esthétique, de Kant à Schiller jusqu'à Gadamer, peut nous amener à Calvino, qui a souvent suggéré ce lien et qui a consacré une partie remarquable de son œuvre et de sa réflexion théorique aux ressources génératives du jeu combinatoire. Une des œuvres qui est issue de cette expérimentation est Les villes invisibles, les città invisibili, où le jeu est d'abord un paradigme structurel qui soutient et règle le texte lui-même. Comme on sait, derrière la composition de l'œuvre, il y a une matrice mathématique. Cette matrice dessinée par Calvino lui-même a été retrouvée parmi ses ébauches, où il y a une structure combinatoire, il y a un jeu de contraintes qui organise en profondeur la distribution des villes parmi les chapitres et les rubriques thématiques du livre. C'est là au niveau structurel, mais d'une certaine manière, au niveau diégétique, on pourrait lire la relation entre les deux protagonistes de l'œuvre, Marco Polo et l'empereur et Kublai Khan, comme une sorte de jeu. Un match qui ne débouche ni à la victoire ni à la défaite, mais dont l'enjeu est la connaissance. La connaissance est la représentation du monde à travers les systèmes de signes que les joueurs mettent en place tout au long du livre. Des pantomimes, des charades, des dialogues articulés, des silences télépathiques, des cartes géographiques. Bien sûr, il y a aussi les jeux d'échecs, comme on verra. On le voit de l'incipit, celui-là est l'incipit du livre, où il est clair que l'empereur établit des règles, établit une sorte de jeu de rôle auquel il invite les voyageurs vénitiens. Non è detto che Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore. Nella vita degli imperatori, ici il y a les contrats, il y a les jeux. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue l'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, è il momento disperato in cui si scopre che questo impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma. E solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Et ici encore, c'est la même fonction du jeu, qui ici est proprement un jeu linguistique, on pourrait dire, qui doit donner un son, qui doit donner un ordre lisible à la réalité extérieure. La réalité chaotique, la réalité chaotique que Calvin appellera plus tard le monde non écrit. Il est défini comme ça, un monde en 3 dimensions, à 500, peuplé de milliards d'êtres humains. C'est la multiplicité vertigineuse et terrifiante qui s'oppose à l'horizon délimité du monde écrit. Un monde maîtrisable, ordonné, fait des lignes horizontales où les mots se succèdent une par une, chaque phrase et chaque paragraphe occupe la place qui leur est réservée. Or, dans l'atmosphère, si vous avez lu Les villes invisibles, vous savez qu'il y a une atmosphère onirique, rarifiée, et le monde extérieur, on ne l'aperçoit jamais, et il est sur le point de s'évanouir. Par exemple, vous voyez là, nella mente del Khan, l'impero si rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili come grani di sabbia, da cui emergevano per ogni città e provincia le figure evocate dai logogrifi del veneziano. Le monde extérieur n'existe pas, il existe seulement dans les discours, dans les récits ou les pantomimes ou les charades du voyageur. E Polo, a son tour, dit forse questo giardino affaccia le sue terrazze solo sul lago della nostra mente, a meno che non si dia l'ipotesi opposta, che quelli che si arrabattano negli accampamenti, nei porti, esistano solo perché li pensiamo noi due, chiusi tra queste siepi di bambù immobili da sempre. La réalité va disparaître, l'empire va s'écrouler, et alors
ce n'est que le jeu du sang, le défi sémiotique que l'empereur et les voyageurs ne cessent de relancer, qui peut racheter le monde de son inexistence, de son évanescence ontologique. Et tout cela va trouver peu à peu son allégorie parfaite dans le jeu d'échecs, qui devient le système sémiotique le plus complexe et le plus formalisé, avec lequel Kublai Khan prétend connaître, donc dominer son empire, c'est-à-dire le monde lui-même. Pensò, se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le regole, possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città che contiene. In fondo era inutile che Marco, per parlargli delle sue città, ricorresse a tante cianfrusaglie, bastava una scacchiera con i suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili. A ogni pezzo si poteva volta a volta attribuire un significato appropriato. Tornando dalla sua ultima missione, Marco Polo trovò il Khan che lo attendeva seduto davanti a una scacchiera. Con un gesto lo invitò a sedersi di fronte a lui e a descrivergli, con il solo aiuto degli scacchi, le città che aveva visitato. Ormai Kublai Khan non aveva più bisogno di mandare Marco Polo in spedizioni lontane, lo tratteneva a giocare interminabili partite a scacchi. La conoscenza dell'impero era nascosta nel disegno tracciato dai salti spigolosi del cavallo, dai varchi diagonali che s'aprono all'incursione dell'alfiere, dal passo strascicato e guardingo del re e dell'umile pedone, dalle alternative inesorabili di ogni partita. Or, comme je disais, l'enjeu de cette partie est la connaissance et la représentation du monde à travers des systèmes de signes codifiés par Marco Polo et décodifié par l'empereur. Ce qui a conduit les critiques, par exemple Mario Lavagetto, parmi les premiers, à considérer les deux personnages comme des doublures diégétiques de l'auteur, de l'écrivain narrateur et du lecteur-interprète. Avec les deux personnages, Calvino, il écrit à préfigurer la relation entre le lecteur et les villes invisibles. Alors, cette allégorie du rapport entre l'auteur et le lecteur qui est mise en scène à travers les jeux est aussi bien évidente dans la vie de mode d'emploi de Perec, où les deux personnages principaux, Winkler et Bartlebooth, vont jouer un jeu à distance qui est préfiguré en réalité dans le préambule sur l'art du puzzle, qui, écrit Perec, n'est pas un jeu solitaire. Chaque geste que fait le poseur du puzzle, le faiseur du puzzle l'a fait avant lui. Chaque pièce qu'il prend et reprend, qu'il examine, qu'il caresse, chaque combinaison qu'il essaie encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement ont été décidés, calculés, étudiés par l'autre. Quelle beauté dans cette prose. Et le roman, par la suite, revient à plusieurs reprises sur ce défi à distance, décalé entre les faiseurs et les poseurs, entre les ruses, les illusions, les pièges tendus par Winkler et la rigueur cartésienne de Bartlebooth. Il y a la raison cartésienne, et lui, chaque fois, se promet de procéder avec discipline et méthode, de poser ses pièces comme un joueur d'échecs qui construit sa stratégie inéluctable et imparable. Et ici, encore une fois, dans la vie de mode d'emploi, le jeu est envisagé comme un dispositif pour produire du son, pour générer des mondes possibles, des petites zones d'ordre et d'organisation au milieu du chaos de la vie réelle. Et en effet, le projet apparemment fou, mais tout à fait rationnel de Bartlebooth n'a d'autre but que de maîtriser un fragment de la réalité. C'est une tentative d'épuisement, qui est une formule péréquienne, d'une petite tranche de vie. Imaginons un homme dont le désir serait de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde, projet que son seul énoncé suffit à ruiner, mais un fragment constitué de celui-ci. Face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Bartlebooth, en d'autres termes, décida un jour que sa vie tout entière serait organisée autour d'un projet unique dont la nécessité arbitraire n'aurait d'autre fin qu'elle-même. Et pour revenir à l'analogie entre le jeu et la littérature qui, évidemment, parcourt tout mon discours, les projets de Bartlebooth rappellent la définition que Calvino donne de l'œuvre littéraire, qui est une petite zone d'ordre au milieu de l'entropie générale, comme on dit, l'une de ces portions minimes où l'existant se cristallise en forme.
Alors, en général, comme on voit dans tous les textes de mon corpus, les pouvoirs sémantiques et organisateurs du jeu reposent sur l'idée de combinaison, du jeu combinatoire, d'un art combinatoire qui, pour Calvin et Pérec, est bien évident et va trouver sa formule théorique et pratique dans l'Oulipo, dans l'écriture sous contrainte de l'Oulipo. Mais la combinaison, le jeu combinatoire est aussi fondamental pour Nabokov, un auteur qui conçoit l'écriture d'un roman comme la composition d'une énigme. Peut-être comme l'un des problèmes d'échec qu'il aimait composer et pour lesquels il disait, cela est un morceau très célèbre de son autobiographie, Speak Memory, il avait besoin d'une inspiration poético-mathématique pour composer ces problèmes. Alors, dans la défense logique, les protagonistes, de plus en plus, commencent à voir dans la réalité empirique et dans l'histoire de sa vie des combinaisons, des répétitions qui sont des mots-clés du roman, qu'ils voudraient résoudre comme des problèmes d'échec. Il voit partout des carrés, des images qui évoquent un échiquier, et il va de plus en plus lire sa propre vie à travers des schémas, des patterns. Patterns, c'est un autre mot-clé, qui se superposent à la perception du monde réel. Par exemple, dans ce morceau-là, just a some combination known from chess problems can be indistinctly repeated on the board in actual play, so now the consecutive repetition of a familiar pattern was becoming noticeable in his present life. Et c'est la même idée qu'on retrouve aussi dans un autre livre de Nabokov, Pale Fire, Faux Pâle, où le poète John Shade explore et observe les apparences du monde pour découvrir, comme il écrit dans son poème, a web of sense, a correlated pattern in the game. Cela pour Nabokov, pour Calvino, évidemment, le jeu combinatoire organise la structure du livre, comme je disais, permet de donner un sens toujours provisoire aux relations entre les éléments du système, les éléments isolés qui vont construire un système de signification, comme il avait théorisé dans cet important essai qui est Cybernétique et fantasme, ou de la littérature comme processus combinatoire. Et ainsi, par exemple, dans les livres, les objets, les marchandises que Marco ramène de ses voyages deviennent des briques narratifs qu'il arrange, il déplace, il combine devant les yeux du Khan pour évoquer les lieux qu'il a visités. Je ne lis pas la citation, mais vous voyez là un morceau. Et dans la vie mode d'emploi, finalement, la combinaison entre les pièces et les principes génératifs est la clé herméneutique de l'art du puzzle. Comme il écrit, c'est toujours les préambules du roman. On peut regarder une pièce d'un puzzle pendant 3 jours et croire tout savoir de sa configuration et de sa couleur sans avoir le moins du monde avancé. Seul compte la possibilité de relier cette pièce à d'autres pièces. Seules les pièces rassemblées prendront un caractère lisible, prendront un sens. Considérées isolément, une pièce d'un puzzle ne veut rien dire. De sorte que, comme il écrit encore, la résolution du puzzle consistera simplement à essayer à tour de rôle toutes les combinaisons plausibles. Or, le problème est qu'on ne peut pas gagner ce jeu. Face au désordre de la vie, à la complexité du monde, à la multiplicité de l'expérience, le projet de construire un système cohérent et raisonnable et maîtrisable, délimité, etc., est voué à l'échec. Il n'y a rien à faire. Et c'est justement, comme je disais au début, la valeur allégorique de ces histoires, ou les jeux qui devraient être, comme je disais, un moyen rationnel, un moyen pour maîtriser la vie, absorbe complètement le joueur. Parfois, le joueur devient fou. En tout cas, il n'est plus le maître, mais l'esclave de son jeu, et marche souvent vers l'échec, vers la folie. Encore dans la défense logique, évidemment, le grand défi avec le champion italien Turati aboutit à une sorte d'effondrement mental. Lugin perd la conscience de soi, devient presque fou.
Et ça est cela est la conséquence inévitable de l'erreur fondamentale du joueur, c'est-à-dire l'abstraction. L'abstraction, un procès de formalisation abstraite qui va dématérialiser le monde. Les patterns, les schémas vont substituer l'expérience concrète. Et cela présuppose une idée presque métaphysique du jeu d'échecs, où ce qui compte ne sont pas les pièces concrètes, matérielles que le jeu déplace sur l'échiquier, mais seulement les relations, les schémas et les forces qui les gouvernent. Et c'est pourquoi, comme on dit, il aime jouer à l'aveugle, sans voir les pièces sur l'échiquier. He found therein deep enjoyment. One did not have to deal with visible, audible, palpable pieces, whose quaint shape and wooden materiality always disturbed him, and always seemed to him but the crude mortal shell of exquisite invisible chess forces. Une idée, je disais, métaphysique presque platonicienne du jeu d'échecs. Mais de cette façon, de schéma en schéma, de formalisation en formalisation, le jeu va complètement effacer la réalité de l'expérience. Exactement comme il advient, toujours à travers les échecs, dans les villes invisibles, où la passion du Khan pour les échecs le conduit à la perception du néant. Il y a, cela est la suite de la citation che je vais proposer auparavant. Il Gran Khan cercava di immedesimarsi nel gioco, ma adesso era il perché del gioco a sfuggirgli. Il fine di ogni partita è una vincita o una perdita. Ma di che cosa? Qual era la vera posta? Allo scaccomatto, sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato nero-bianco. A forza di scorporare le sue conquiste per ridurle all'essenza, Kublai era arrivato all'operazione estrema, la conquista definitiva di cui i multiformi tesori dell'impero non erano che involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno piallato, il nulla. Quant à Bartleby, évidemment, le néant est la raison et le but même de son projet. Parti de rien, Bartleby reviendrait au rien, à travers des transformations précises d'objets finis. Aucune trace ainsi ne resterait de cette opération qui aurait, pendant 50 ans, entièrement mobilisé son auteur. Et dans son travail fou, on voit le pouvoir destructif de l'abstraction. Par exemple, il y a un autre morceau, c'est quand Zmov, qui est le serviteur qui l'accompagnait dans ses voyages, quand il voit les pièces de puzzle sur la table, il ressent les sons, il ressent les odeurs des lieux, il revit des souvenirs concrets, tandis que dans l'abstraction, pour Bartleby, les pièces, ils n'étaient plus que les pions biscornus d'un jeu sans fin dont il avait fini par oublier les règles, ne sachant même pas plus contre qui il jouait, quelle était la mise, quel était l'enjeu. Majunga, ce n'était ni une ville, ni un port, ce n'était pas un ciel lourd d'une bande de lagunes, un horizon hérissé d'un gare de cimetières, c'était seulement cette absence en quinte, imperceptible variation sur les gris, bribe incompréhensible d'une énigme sans fond, seule image d'un vide qu'aucune mémoire, qu'aucune attente ne viendrait jamais combler, seul support de ces illusions piégées. Comme vous voyez, en comparant ces morceaux, Calvin et Pérec étaient bons amis et ils s'élisaient l'un l'autre. Et il faut dire il y a des différences évidemment dans le roman de Nabokov et dans celui de Pérec. Il y a un nihilisme plus évident. Les pouvoirs néantisants de l'obsession ludique triomphent. À la fin, Lugin devient fou et il se jette par la fenêtre et Bartleby meurt sans avoir terminé son programme. Tandis que Kublai Khan, dans le match sémiotique des villes invisibles, rencontre la contrepartie dialectique de Marco Polo qui oppose l'expérience empirique, l'expérience concrète à la formalisation abstraite. Et par exemple, cela est la suite de la citation précédente, et il observe les morceaux de l'échiquier, les petits détails du bois, de l'ivoire, dont il estrait des nouvelles histoires. La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto sommergeva Kublai. Già Polo era venuto a parlare dei boschi di ebano, delle zattere di tronchi che discendono i fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre. C'est toujours le pouvoir du discours, du récit, de l'écriture.
En général, en dépit des différences, toutes ces mises en scène du jeu nous montrent, je crois, son côté le plus critique face à la raison instrumentale et à l'idéologie bourgeoise de laquelle je parlais au début, c'est-à-dire la dépense. La dépense, le gaspillage, les caractères gratuits, arbitraires et non utilitaires, ce qui implique une analogie supplémentaire avec l'univers de l'art et de la littérature. C'est encore Roger Caillois qui nous rappelle que le jeu, il écrit, est occasion de dépenses pures, de temps, d'énergie, d'ingéniosité, d'adresse et souvent d'argent. Et à son tour, Jacques Henriot souligne le caractère arbitraire du jeu. Monter un escalier comme tout le monde, quand on a des raisons précises de l'emprunter, ce n'est pas un jouet. Mais le monter à reculons, voilà qui est joué. Parce que cela résulte de décisions purement arbitraires. Et une telle manière de voir correspond à ce qu'on veut dire quand on parle d'inutilité et aussi quand on décrit le jouet comme une forme d'activité qui possède sa fin en soi, comme l'art, comme la littérature. Et parmi nos exemples, on le voit surtout dans le cas de Bartleby, en particulier dans le troisième principe qui gouverne son projet, qui est justement, comme écrit Pérec, d'ordre esthétique. Le troisième principe fut d'ordre esthétique, inutile, sa gratuité étant l'unique garantie de sa rigueur, le projet se détruirait lui-même au fur et à mesure qu'il s'accomplirait. Alors, j'avais une bonne référence théorique, mais je vais vite, qui était l'essai de Calvino que j'ai cité auparavant, Cybernétique et fantasme, où il y a une sorte de dialectique entre le côté cybernétique, l'idée que la littérature est une forme géométrique précise, la permutation d'un ensemble fini d'éléments de fonction, et de l'autre côté, c'est le côté du fantasme, c'est l'idée que les calculs recèlent toujours l'imprévu, quelque chose qui va sortir de la combinaison d'une façon imprévue. Il y a le domaine du non-dit. Ici, je dois accélérer. Et je vais à la conclusion parce que alors, fixons cette dialectique entre le contrôle rationnel du chaos et quelque chose qui déborde, qui n'est pas, qu'on ne peut pas prévoir. Et pour rester sur Calvin encore, c'est ce qu'il a trouvé, je crois, dans le jeu littéraire de l'Oulipo. Car la contrainte, la notion même de contrainte implique une tension. C'est une notion complexe qui implique une tension entre la règle et la liberté, l'ordre et le chaos, si l'on veut, entre la raison et la folie. Parce que les règles respectent un programme, parfois un projet mathématique très rigoureux, mais elles produisent aussi l'erreur, l'imprévu. Il y a ce que les Oulipiens appelaient le clinamen, la déviation qui interrompt, qui perturbe la cascade uniforme des atomes. Et de cette dialectique, de cette tension, résulte une configuration assez typique que j'ai observée plusieurs fois, qui m'a toujours fasciné et qu'on observe dans des images, des situations narratives d'architecture textuelle de ces auteurs en particulier, c'est-à-dire une structure élaborée, générée par des règles du jeu très complexes, très calculées, au centre de laquelle il y a un vide, il y a un manque, il y a une erreur, un élément dysfonctionnel qui fait éclater tous les systèmes. Et je crois que l'emblème visuel pourrait être le mirabe que Calvino décrit dans une des proses des collections de sable. Il mirabe è la nicchia che nelle moschee indica la direzione della Mecca. Quello che mi attira è l'idea di una porta che fa di tutto per mettere in vista la sua funzione di porta, ma che non si apre su nulla. L'idea di una cornice lussuosa come per racchiudere qualcosa di estremamente prezioso, ma dentro la quale non c'è niente. Or, il s'agit là d'une suggestion purement visuelle, figurative, mais dont on trouve, je crois, un équivalent structurel dans les jeux combinatoires des textes de Calvino, qui sont des miracles d'ingéniosité, de maîtrise rationnelle du chaos, mais qui recèlent toujours un défaut. Il y a toujours un vide, il y a un point faible qui secoue tous les systèmes et qui s'ouvre sur le néant. Ici, par exemple, vous voyez le château des destins croisés, où Calvino compose
le carré magique des tarots, au centre duquel il y a un vide, il y a le noyau vide de la folie de Roland. C'est l'histoire fondamentale, l'histoire centrale. Roland il était descendu jusqu'au cœur chaotique des choses, au centre du carré des tarots et du monde, au point de recroisement de tous les ordres possibles. On le voit aussi dans le ville invisible, dans la matrice mathématique que je vous montrais auparavant, au centre, exactement au centre de laquelle il y a une case vide. Il y a la seule ville qui est littéralement invisible. La ville de Bauchi, c'est ces numéros-là, on ne peut pas voir. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che si alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Et encore, c'est un peu plus compliqué, mais si par un nuit d'hiver un voyageur, il y a une structure similaire, il y a une variante de cette figure qui n'est plus concentrique, mais en spirale. Il y a ce diagramme d'effacement successif qui a été dessiné par Calvino lui-même et qui se déroule d'un roman à l'autre jusqu'au roman apocalyptique, jusqu'au néant, où le monde entier va disparaître. Il y a encore une structure très élaborée qui procède par exclusion et qui va déboucher sur le néant, sur les vides. Et c'est pour cela qu'on peut parler, que j'ai donné ce titre à la conférence de jeux sans fin, des jeux qui n'aboutissent jamais à des conclusions fixées et qui ouvrent au lecteur des possibilités toujours renouvelées. Et les jeux combinatoires d'éléments donnés qui obéissent à des contraintes et à des règles codifiées produisent un tel nombre de combinaisons et de variantes possibles qui fait éclater les systèmes et allégorise, je crois, le naufrage de la raison cartésienne. De sorte que le jeu, au moins ce type de jeu, un jeu fou, un jeu sans victoire possible, peut être regardé comme le modèle, le paradigme cognitif et esthétique d'une épistémologie de la complexité typique du XXe siècle. Un dispositif qui fait exploser, qui fait détonner la multiplicité au moment même où il essaie de la maîtriser, parce qu'aucune instance rationnelle ne peut la dominer et ni renfermer dans une structure close. Alors, je vais vraiment conclure, je pourrais citer beaucoup d'autres choses, mais je préfère conclure avec La vie mode d'emploi, un roman que j'adore, où la perfection du système est fatalement compromise par un défaut, par un manque, qui n'est autre chose que la complexité, l'imperfection de la vie elle-même. Comme elle est bien commencée dans la polygraphie du cavalier qui devrait toucher tous les 100 cases de l'échiquier, et la case inférieure gauche, c'est le dessin esquissé par Pérec lui-même, c'est une cave, la cave de l'immeuble, reste vide, de sorte que les chapitres ne sont pas 100, mais 99. Et comme il dit dans cette interview, la maison a 10 étages avec 10 pièces par étage. Il devra donc y avoir 100 chapitres. Mais regardez, quand un enfant mord dans un petit beurre, il commence toujours par croquer l'un des 4 coins. Là, une petite souris a mangé une des pièces. Cela m'a servi à détruire les symétries, à dissimuler les structures. Chaque fois qu'on veut appliquer rigidement un système, il y a quelque chose qui coince. Pour qu'on puisse fonctionner dedans avec liberté, il faut introduire volontairement une petite erreur. On connaît la phrase de clé, le génie, c'est l'erreur dans le système. C'est cette intervention que les Oulipiens, inventeux Jarry, appellent le clinamen, la petite erreur qui nous vient de Lucrèce, sans laquelle aucun atome n'accrocherait les autres, sans laquelle le monde n'existerait pas. Cela devient un niveau structurel dans les romans, mais aussi dans l'univers diégétique, la fatale imperfection de la vie dérange les projets méthodiques de Bartleby qui échoue sur toute la ligne. Il est victime d'un échec global, comme écrit Pérec. Il ne peut pas respecter les déroulements temporels du programme, ni les rituels compliqués et névrotiques pour détruire les puzzles et les tableaux dans les lieux mêmes où ils ont été réalisés. Et à la fin, il devient presque aveugle, il s'enferme, il est prisonnier de son bureau, il ne sort jamais, il ne voit personne, et il ne parvient pas
achever la recomposition des puzzles. Et il meurt avec la mauvaise pièce dans la main, qui a la forme d'un W, c'est un morceau à la fin, le W qui est la signature dérisoire de Winkler. Et ici, c'est aussi la fin du défi à distance entre le faiseur et le poseur, ou entre le lecteur et le lecteur. Mais ce n'est pas fini. La dernière chose, parce que l'idée d'un jeu sans fin, d'un système qui s'ouvre bien au-delà des limites marquées par la raison et par les règles, dans le roman se redouble un abîme dans l'épilogue où l'on apprend que le tableau de Valène, le peintre, qui devrait, le tableau est préfiguré et décrit à la moitié dans le chapitre 51, et c'est un tableau qui devrait représenter tous les meubles, c'est-à-dire les livres lui-même, pièce par pièce, histoire par histoire, personnage par personnage, y compris le peintre qui peint les tableaux et soi-même. Ce tableau est à peine ébauché lorsqu'il meurt. Il y a le corps étendu de Valène mort sous le lit, et à côté, il y a les tableaux. La toile était pratiquement vierge, quelques traits offusants, soigneusement tracés, la divisaient en carrés réguliers, esquisse en plein un coup dans un meuble qu'aucune figure désormais ne viendrait habiter. Merci. Je remercie notre conférencier de tout cœur parce que je trouve qu'il a mené son jeu d'échecs à l'infini avec une maîtrise incroyable. Enfin, moi, je prenais des petites notes. Enfin, le jeu sans fin, le jeu d'échecs, le jeu de sans fin, c'est une mise en abîme. Et là, vous avez mentionné la mise en abîme perpétuelle qui mène vers le vide, bien sûr. Oui. On tombe dans le vide. Et je pensais aussi, enfin, entre Nabokov et Calvino, donc il y a plusieurs autres représentations de la même problématique, si vous voulez. André Schwarzbart, en 1954, Le Dernier des Justes, et la fameuse Histoire du plagiat par Jambo Wollogem, le devoir de violence. Et il y a toujours, donc, comme Kubla Khan et Marco Polo, il y a donc le rabbin et l'évêque qui jouent le sort du monde. Et donc, chez Wollogem, le christianisme versus la tradition africaine. Ouais. Et ça va vers la destruction totale chez Wollogem, alors qu'ici, c'est le jeu. Donc, et c'est ça qui me paraît intéressant, qu'on a pu, avec l'Oulipo, revenir à ces dimensions du jeu pour se détacher un petit peu de la souffrance dans le monde, en quelque sorte. Et je laisse la parole aux autres pour ne pas monopoliser. Ah, c'est fascinante, hein? Grazie mille. Merci de votre relation. J'ai une petite question des illustrations faire à partir du jeu des échecs, comme vous avez écrit des livres de deux auteurs qui appartiennent à l'époque Guillon. Et je pense que peut-être les échecs pour les deux auteurs ont quelque chose à faire avec la fondation de l'Oulipo, parce que lui, le fondateur, François Lyonnais, était un grand joueur d'échecs. Il a publié des livres sur les prix des échecs, par exemple. Et par contre, je vois qu'il y a plus de correspondances entre les livres de Nabokov et celui de Beck, parce que dans les deux, les échecs deviennent en principe de l'organisation formelle. Mais Nabokov le fait en relation avec l'espace, par exemple, dans la vie de Sébastien Nack. Je me souviens, je pense que la vie s'appelle Les Saint-Denis. Il y a plusieurs personnages qui font référence aux échecs. Il a écrit les poèmes et les problèmes, etc. Et Beck, comme vous avez montré, utilise la polygraphie du chevalier pour construire son carré dilatant pour le schéma des meubles. Mais par contre, Calvi utilise surtout les échecs comme une métaphore, je dirais, d'un côté de l'espace qu'il visite. De l'autre, comme vous avez bien dit,
petite citation de la Roggetto. L'échec, c'est un jeu à deux, donc c'est la relation entre Marco Polo et le campo, c'est-à-dire entre le client et le lecteur. Oui, merci. Oui, bien sûr. Alors, les échecs sont presque partout dans Sebastian Knight. Le nom même du personnage, Knight, c'est le cavalier, et sa fiancée s'appelle Bishop, qui est... c'est ça. Et il y a Saint-Damien, c'est les lieux où il va mourir, et il y a toujours cette idée de stratégie. Et comme il dit, évidemment, en effet, c'est l'idée de construire le roman comme un problème d'échec. À propos de la dernière chose que vous disiez, les jeux à deux, parfois oui, parfois non, parce que Nabokov, par exemple, il le dit dans le roman aussi, mais dans l'autobiographie, et c'est son expérience. Il aimait surtout, pas tant le jeu d'échecs, mais la composition des problèmes d'échecs. Il dit que ce sont deux choses vraiment séparées. Beaucoup de joueurs d'échecs ne comprennent pas l'idée ou la passion de construire, de composer des problèmes, où il y a un faiseur, quelqu'un qui projette, qui calcule, qui combine une combinaison, où évidemment, il y a un opposant, mais qui est virtuel, hein, de quelque sorte. C'est pas le défi. Et on perd le jeu par la faute. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention si passionnante. Et ma question est sur un peu, en cherchant de comprendre la différence entre les schémas finalement du réseau et les schémas du horizon. Les schémas du horizon. Parce que bien évidemment ici, il me semble que la Nulipo est dans un style de littérature combinatoire. Il y a l'absence du point de vue pour chercher l'objectivité impossible. Finalement, vous l'avez démontré, c'est très intéressant, mais il y a ces recherches d'objectivité, pas à travers les points de vue du sujet, mais une sorte d'objectivité mathématique, finalement, atemporale, pas finalement historique. Alors que, et je pense par exemple à un commentaire sur la leçon de la multiplicité, un écrivain que j'aime bien, Luigi Meneghello, le fait sur la multiplicité des Calvino, il dit bien, je ne suis pas très convaincu sur cette vision de la multiplicité qui surpasse totalement les selfs. Alors qu'il cherche un peu, et c'était pour ça que j'ai parlé d'Horizon, non? Je vois un peu la différence du livre Radicel, qui est des écrits critiques, par rapport à Horizon. Et donc, si vous pouvez un peu chercher si vous trouvez qu'il y a finalement des autres typologies des livres en même temps qui peuvent s'opposer à ce type de schéma, pas comme on parle des livres, on pourrait dire polyphoniques, avec une différence de points de vue qui s'opposent à ce type de combinatoire. Je sais que c'est un peu énorme comme question. C'est pas facile. Qui s'oppose à ce type de combinaison, de construction. Oui, mais je crois aussi qu'il y a souvent un malentendu à propos de l'Oulipo et à cette idée de recherche de l'objectivité ou d'une connaissance du monde universel, l'épuisement. Il y a cette idée folle stéréotype. Oui, il y a un peu. C'est seulement un côté de la partie, disons, qui existe évidemment, mais dans les écrivains majeurs, il y a toujours une tension entre la recherche d'une objectivité mathématique ou calculée et quelque chose qui coince, comme Perec dit. Oui, il y a l'anomalie. Alors, l'interview, je réfléchissais ce matin, parce Perec dit il faut introduire une anomalie et une erreur. Alors ça, on pense toujours à un projet qui est calculé même dans les erreurs. Ça, c'est vrai d'une partie. Mais il y a aussi une autre partie de l'affaire qui ne peut pas
rester dans le schéma. Hein. L'idée de schéma, c'est là, pour Nabokov aussi, est bien évident. Il y a la recherche du pattern, hein, du schéma, mais qui est illusoire. On n'arrive pas, évidemment, à maîtriser. C'est que l'homme ne peut pas contrôler l'univers. Oui. Il y a aussi l'expérience concrète c'est la vie. Hein, la vie qui et les titres même du roman de Pérec recèlent cette antithèse. Il y a les modes d'emploi, il y a les règles, les contraintes, la matrice, la polygraphie, etc. Mais il y a la vie de l'autre côté, il y a la prolifération d'histoires chaotiques, parce que c'est la profusion du détail et des choses, hein, des choses concrètes qu'on ne peut pas. Il y a les sujets aussi, il y a les personnages. On a 1 minute. Est-ce que le chef, est-ce que vous nous autorisez à dépasser ou... Quelques minutes. D'accord. Il y a le collègue aussi là-bas qui voulait... Voilà. Quelque chose à propos de ce goût de la dépense que serait encouragé même par Calvino et qui me semble vraiment tout à fait confirmé par un autre texte critique que Calvino a écrit à propos de Tommaso Landolfi quelques années après, dans 1982. Et il admire chez Landolfi, les Landolfi joueurs, justement le goût de la dépense, parce qu'il a rencontré Landolfi au Casino de San Remo, la petite ville où Calvino a grandi, et où il est retourné pour rencontrer cet autre écrivain qui est vraiment l'écrivain joueur parmi les écrivains contemporains par excellence. Et il a aimé vraiment ces ouvertures, cette capacité de Landolfi de s'ouvrir littéralement au jeu en jetant sur la table verte les jetons comme ça, par hasard. Et c'est bizarre que le titre de cette conférence, cet essai, est Les altezza e il caso, l'exactitude et l'hasard. Semble vraiment toujours reproposer l'opposition dont le professeur a parlé. Et donc, oui. Oui, merci, c'est vrai. Et le rationaliste Calvino aime et a une attraction pour le On prend une dernière question. Vous avez mentionné la notion d'anomalie. La science de l'anomalie, c'est une formule que Louis Aragon dans Blanche-Mouly, qu'on aurait pu inclure très bien dans ce corpus de romans extrêmement complexes qu'on a lu dans les années 80 aussi, dans les perspectives de post-moderne et de la métafiction. Ma question concerne peut-être surtout Pérec, sur qui j'ai beaucoup travaillé personnellement. Vous semblez faire une lecture plutôt enfin pessimiste de son univers à lui. Il me semble qu'on peut malgré tout faire une lecture des Oulipiens aussi qui consisterait à dire qu'ils nous rapprochent de la réalité en réalisant des détournements finalement de description, en les intégrant dans des systèmes fictifs qui au contraire nous permettent de reconsidérer la réalité en tant que lecteur. Est-ce que vous seriez d'accord sur ce point de vue-là? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, en termes de jeu, qu'il y a les règles du jeu dans les contraintes oulipiennes, d'un côté et de l'autre côté, le plaisir qu'ils prennent les écrivains à écrire, tout comme le lecteur prend du plaisir à lire ces textes-là, en respectant évidemment le fait qu'il y ait derrière ce plaisir-là des règles et une structure, une rationalité donc, qui nous permet même d'apprécier d'autant plus les fictionnalités. Oui. Je suis tout à fait d'accord comme lecteur et comme théoricien. Mais oui, tout à fait. Et il y a le côté du divertissement, du plaisir, du jeu, et du jeu qui va ensemble à la connaissance aussi. Il y a un écrit de Calvino sur, je me rappelle plus sur Queneau, je crois, mais en tout cas, c'est un interview. Quand il est ici à Paris, l'intervieweur lui demande s'il connaît Barthes et Greimas, les structuralistes. Il dit oui, je le connais, je vais au séminaire, mais les amis, ceux que
je fréquente plus volontiers sont un groupe personne ne sait qui existe, de l'Oulipo, et il dit que ce qu'il apprécie, c'est cette idée du jeu, qui est, il dit, l'esprit véritable de la science. De la science, et c'est quelque chose qui est à moitié entre le sérieux et l'invention, l'imprévu, la curiosité, exactement. Oui, c'est exactement l'autre mot à l'université contemporaine. Voilà. Et je pense que sur ce constat, cette déclaration... Je parle toujours de l'Italie. Hein. Non, enfin, je ne sais pas en France, mais... Oui, je remercie notre conférencier et je vous remercie de votre attention. Merci. È andato benissimo. Grazie. Grazie.